Non, la question de la crise économique qui est sortie tout à l'heure, et par rapport à ça, les politiques qu'empêche le traité européen, avec notamment le traité qu'empêche l'émission de crédit des pays pour faire des politiques de grands projets notamment, qui sont les choses nécessaires pour, en période de crise économique, être capable de rebâtir une croissance digne de ce nom. Et je voulais savoir par rapport à cela, qu'est-ce que vous pensez des solutions politiques que propose l'économiste américain M. Larouche d'un nouveau Bretton Woods et que soutient M. Chemnade en France? Moi je voudrais répondre indirectement à la jeune fille et je vais vous répondre, c'est lié. Bien évidemment, la France est encore un grand pays économique avec des investissements importants. Mais la perte de substance industrielle d'un pays se récupère très difficilement. Il n'y a qu'à voir comment est devenue l'Angleterre. On dit toujours le miracle anglais. Il faut quand même dire que les Anglais ont un niveau de vie très inégalitaire. Le miracle Blair, il y a beaucoup à dire. Et les Anglais ont la City, c'est-à-dire tous les flux financiers, et avec le gaz de la mer du Nord, ce qui a beaucoup expliqué aussi une certaine prospérité à un moment. Quand vous n'avez plus d'outils industriels qui nourrit aussi les services, vous pouvez faire toute la politique de l'innovation. Si cette innovation n'a pas à s'appliquer sur un tissu industriel fort, eh bien, vous devenez un peuple d'esclaves. C'est-à-dire un peuple de serveurs, de touristes, d'un musée. Et moi, la crainte que j'ai pour mon pays, c'est que la France, ça sera certes un beau pays, certes nous avons des richesses, certes on a des services, certes on a beaucoup de choses, mais si on abandonne cette force de frappe industrielle et économique, eh bien on ne sert pas grand-chose. Et toute la journée, on nous rebat les oreilles du modèle allemand, mais justement les Allemands défendent, mais vraiment pied à pied, leur modèle industriel. Et quand il y a la menace d'un achat de capitaux anglo-saxons d'un fonds d'investissement, je peux vous dire qu'il y a toute la classe politique allemande qui se serre les coudes. Nivea menace d'OPA, le Land de Hambourg rachète des parts dans Nivea, menace sur Volkswagen, Porsche rentre dedans. Quand Arcelor a été racheté par Mittal, j'étais un des seuls parlementaires à m'élever, au même moment, Mme Merkel réunissait l'industrie automobile allemande, les sidérurgistes allemands, et dit il n'y aura pas un étranger, c'est-à-dire une entreprise étrangère qui va s'emparer de la sidérurgie allemande, parce que c'est vital pour notre industrie automobile. Et moi, ce que je ne supporte pas, c'est cette espèce de naïveté française, qui tout est bonheur, tout est bon, il n'y a pas de problème. Nous sommes les dindons de la farce de la mondialisation parce que nous avons une naïveté incroyable dans le fonctionnement. Une naïveté incroyable. Alors, je reviens là-dessus, ça ne veut pas dire, bien évidemment, ça ne veut pas dire, oui, vous pouvez sourire, mais ça ne veut pas dire que l'on doit faire du protectionnisme permanent, cela ne veut pas dire qu'il faut secourir les canards boiteux, etc. Cela veut dire qu'il faut une stratégie industrielle. Et pour avoir une stratégie industrielle, pardonnez-moi juste une minute d'attention, il faut en avoir le droit. Il faut en avoir le droit. Or, vous savez qu'aujourd'hui, le moindre soutien à une entreprise, le moindre investissement public est immédiatement l'objet des foudres de la Commission de Bruxelles et immédiatement l'objet de l'attaque des lobbies qui gouvernent Bruxelles. Tout le monde le sait. Et on voit bien à ce moment-là comment l'Europe est en train de perdre sa force de frappe dans la mondialisation par un manque de vision stratégique industrielle. On voit bien comment on a démantelé, par exemple, comment on démantèle EDF et tous les groupes énergétiques européens. La prochaine directive sur la séparation des réseaux et des groupes électriques est folle, absolument aberrante. On voit bien tous ces éléments où il y a une machine de guerre sous la pression de lobby qui empêche cette stratégie industrielle absolument nécessaire, qui n'est pas obligatoirement française, qui peut être allemande, française, italienne, et des coopérations. Deuxième point, moi je pense qu'on ne s'en sortira pas si on n'a pas une vision, outre cette politique d'investissement, si on n'a pas une vision de ce que l'on veut faire de l'euro et de ce que l'on veut faire du commerce mondial. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a un choc de libre-échange avec deux pays qui sont aux environs d'1 milliard d'habitants. Ça ne s'est jamais vu. Je ne suis pas hostile au libre-échange. Je dis simplement que le libre-échange avec une armée de réserve de 300 millions, 400 millions de paysans chinois qui sont payés 10 € par mois, qui sont des esclaves, et il faut avoir été en Chine pour voir ce que c'est, qui sont parqués dans des usines, d'ailleurs détenues par des entreprises occidentales, où ils dorment sur place, qu'un système, un choc de libre-échange, comme ça, sans période de transition, sans période d'écluse, sans d'écluse sociale ou environnementale, ne peut aboutir qu'à une catastrophe sociale dans nos pays, sans pour autant d'ailleurs servir la prospérité
de ces pays-là où il n'y a pas la mise en place d'une dynamique de partage des richesses nécessaire à la création d'une classe moyenne qui commence à exister en Chine et en Inde, mais de manière très réduite, contrairement à ce qu'on dit dans les beaux magazines comme l'Express et Le Point, qui nous racontent toujours des bons et merveilles de la mondialisation. Donc, pour moi, l'Europe pourrait être utile sur quoi? Sur une stratégie offensive de l'euro pour que l'euro ne soit pas surévalué excessivement. Je ne dis pas qu'il faut le sous-évaluer, mais il faut le gérer. Sinon, il disparaîtra. Et parce que l'Angleterre, elle, a bien géré sa monnaie, a su bien gérer sa monnaie, s'en est très bien sortie sans l'euro. Et deuxième point, une stratégie pour mettre en place, et d'ailleurs, gauche-droite, on est tous d'accord, le président de la République l'a proposé, M. Jospin à l'époque l'avait proposé, un système de droits de douane environnementaux et sociaux qui soit éventuellement reversé dans les pays en développement, c'est-à-dire qui permettent de jouer des rôles d'écluse et qui évitent la faillite successive de toutes nos industries si on continue comme ça. Alors, c'est là où il faudrait qu'il y ait une politique économique européenne minimum. Mais il faut être honnête aussi, à part les Français, très peu de pays veulent la mettre en place. Très peu de pays veulent la mettre en place. Et donc, c'est une aberration totale de croire que parce qu'on va dire l'Europe, 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 on va pouvoir mettre en place cette politique. Il faut faire l'Europe sans perdre de vue ce qu'on veut faire. Et pourquoi la seule politique qu'on a pu créer, qui est la politique agricole commune, on l'a créée comment? On l'a créée quand le général de Gaulle a fait la politique de la chaise vide au milieu des années 60, en disant « Moi, je n'ouvre pas les frontières sur les produits industriels si on ne crée pas la politique agricole. » Et il a gagné, parce qu'on ne peut pas faire l'Europe sans la France. Et ce que je reproche le plus au président de la République, c'est qu'en étant élu président de la République à 53% et plus des voix, sur la campagne qu'il a menée, après le référendum du non, il était en position de force vis-à-vis de ses partenaires, pour dire à ses partenaires, moi je ne signe pas le traité de Lisbonne, qui renforce considérablement l'Allemagne dans ses droits de vote, je ne signe pas le traité de Lisbonne, et je fais le blocage de l'Europe tant qu'on n'aura pas une autre gouvernance de la BCE et qu'on ne reverra pas le statut de la BCE, tant qu'on ne se posera pas la question des droits de douane, environnementaux et sociaux, tant qu'on ne mettra pas en place une politique industrielle européenne. Et la France a le devoir de changer l'Europe parce qu'elle a une culture différente. Alors on nous dit, oui, mais les autres ne pensent pas comme nous. Ah ben bien sûr. Mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On nie sa propre personnalité, on suit la politique des autres, et ça finira en révolution dans notre pays en premier, parce que c'est l'histoire de notre pays. Et c'est toujours notre pays qui a été le levier depuis 200 ans en Europe des mouvements sociaux et des mouvements brutaux. Vous pouvez vouloir changer la France et dire elle est comme l'Europe, c'est pas vrai. Et je finis là-dessus par rapport à la question du jeune homme qui est parti aussi, pas de chance, du jeune homme sur la politique étrangère. Ne rêvez pas, il n'y aura pas de politique étrangère européenne demain. Ça n'existera pas. Pourquoi? Parce que les Français ne pensent pas comme les Anglais sur la politique étrangère. Et vous ne demanderez pas aux Anglais de devenir européens comme ça. Ils auront envie d'aller en Irak. Et où je suis en désaccord avec Mme Guigou, et je ne veux pas insister parce qu'elle n'est pas là et je dois être correct, et elle n'a pas les moyens de contre-argumenter. On va nommer un haut commissaire. Ça va être qui le haut commissaire? Vous le savez déjà. Ça sera M. Solana, ancien secrétaire général de l'OTAN, qui avait convoqué M. Chirac pour qu'il aille en Irak. Et pourquoi on a pris comme ministre des Affaires étrangères le seul qui était pour l'invasion de l'Irak par les troupes américaines, M. Kouchner? Pourquoi M. Sarkozy a M. Kouchner comme ministre des Affaires étrangères? Vous n'avez jamais posé la question? C'est pas le problème de l'ouverture, ça c'est pour amuser les gazettes. C'est parce que c'est le seul qui est pour une intégration complète dans l'OTAN des socialistes. C'est tout. Et vous voyez bien que construire l'Europe en se pliant à une vision de l'Europe qui n'est pas la bonne, ou du moins qui n'est pas la nôtre, c'est perdre sur tous les tableaux. C'est perdre notre identité, et ce n'est pas changer l'Europe. Et je crois au contraire que c'est en étant ferme dans nos convictions, en ayant une idée précise de ce que nous voulons, que nous pourrons le mieux être le levier d'une Europe différente. Alors on ne gagnera pas bien sûr sur tout, c'est évident, parce que faire l'Europe c'est abandonner une part de soi-même, mais au moins on évitera que l'Europe qu'on construit aille à rebours de toutes nos convictions sur la mondialisation et sur la vision du monde. Et on sera apprécié des peuples européens, parce que souvenez-vous, quand le Français ont dit non en 2005, il y a eu, dans les sondages qui ont été faits en Angleterre, en Allemagne, en Italie, une adhésion des peuples complètement à rebours de leurs élites. Et notamment Lech Walesa a dit une chose extraordinaire, je trouve. Lech Walesa a dit ce jour-là, un jour les Européens remercieront les Français. Pas de peau, les Français ont renié leurs paroles 2 ans après. Bon, ça y est, mais c'est pas bien.